Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question. Après avoir survolé les méthodes diagnostiques des médecins babyloniens et leurs principales pathologies, nous allons essayer de savoir dans cette seconde vidéo leurs méthodes de traitement. Des déductions basées sur l'interrogatoire, l'observation du malade, autant que l'aspect du foie sacrifié ou la conjonction des astres, permettaient en effet aux barous d'attribuer la maladie au dieu ou démon responsable. Chaque maladie ou chaque organe avait donc son démon ou son génie. Les maladies étaient d'ailleurs souvent nommées main de tel dieu. Par exemple, l'épilepsie était la main de Sin, dieu assimilé à la lune. Mettre un nom de dieu sur chaque maladie permettait de connaître ainsi le traitement adapté. Telle prière, telle incantation, telle cérémonie magique ou tel exorcisme. Ainsi, pour ce tableau de phtisie, il s'agissait d'Ascou, le responsable. Pour la jaunisse, il s'agissait d'Axaxazou. Mais, contre cette maladie, le médecin ne peut rien, cet homme mourra, il ne peut être guéri. Car la médecine de cette époque se résumait volontiers, en l'absence de traitement efficace, à évaluer un pronostic. Il est toutefois probable qu'un barou intelligent, aux dons d'observation bien développés, à l'empirisme réfléchi, devait, même s'il ne montrait guère, davantage lire le pronostic d'une maladie sur le visage émacié, congestif ou ictérique de son patient, plutôt que sur les sillons du foie du mouton sacrifié. Le traitement était alors assuré par les achipous, sorte de conjurateurs exorcistes. L'achipou était un prêtre officiant dans les temples. Ceux qui nous sont connus se succédèrent généralement de père en fils, formant des sortes de dynasties, comme ce sera le cas en Égypte. Leur carrière commençait par des études de scribes, avant de se spécialiser dans leurs fonctions magico-médicales. Leur rôle était d'expulser le démon ou de réconcilier le malade avec le dieu responsable. Ils n'avaient toutefois pas qu'un rôle médical, ils étaient appelés pour toutes sortes d'exorcismes et faisaient parfois appel à des dieux guérisseurs aux compétences étendues, des divinités à large spectre, par analogie au traitement antibiotique actuel. Réparer l'offense était le rôle des achipous, sorte de conjurateurs exorcistes, avec des prières pour réconcilier le malade avec le dieu responsable, en énumérant les attributs du dieu, l'état du malade, l'objet de la requête, ou alors par la magie pour rompre l'envoûtement et expulser le démon. Ils pouvaient apaiser le courroux des dieux avec des sacrifices, en transférant la maladie sur un animal, ou en chassant le démon par exorcisme. Le mouton, toujours lui, faisait volontiers valeur de victime expiatoire, selon les principes de la magie de Fraser que nous avons évoqués. Les achipous pouvaient aussi assurer une prévention avec des talismans. En fait, souvent, le traitement était double, avec l'introduction progressive d'un traitement basé sur l'empirisme. C'était alors le rôle des assoutus, littéralement celui qui connaît l'eau. Il est difficile de savoir si les assoutus étaient issus d'une classe laïcisée d'achipous ou s'ils venaient plus vraisemblablement d'une corporation différente, probablement des pharmaciens. L'assoutou se chargeait plutôt des traitements à base d'herbes médicales et de pharmacopées qu'il composait lui-même, mais il pouvait également exercer quelques opérations chirurgicales. La séparation entre l'assou et l'assipou semble assez poreuse, et les deux activités étaient complémentaires. Il ne faut donc pas trop les opposer. L'assoutou et un achipou travaillaient de conserve, voire leurs fonctions pouvaient se confondre, s'entremêler. Le premier pouvait par exemple avoir recours à des incantations et le second donner des herbes. Les assoutus pouvaient aussi être appelés quand le conjurateur achipou avait échoué dans son traitement. Cette absence de démarcation entre achipou et assoutu fit que rapidement les assoutus gardèrent les incantations rituelles pour la forme et remplacèrent progressivement la médecine magique et sacerdotale par une médecine laïque, tendance qui s'affirmera encore bien plus chez les Égyptiens. Selon notre schéma actuel, on pourrait dire que le médecin achipou déterminait la cause de la maladie, à charge au malade d'aller voir l'assoutu, pharmacien ou médecin thérapeute, pour recevoir son traitement. Les assoutus exerçaient essentiellement à Babylone et notamment à la cour du roi. Sur le plan pratique, la société babylonienne était très hiérarchisée. Il n'y avait pas de monopole dans l'art de guérir entre les médecins, les prêtres et les sacrificateurs, mais une hiérarchie du médecin de cour aux exorcistes qui exerçaient dans les villages. Le médecin babylonien prêtait serment, il pouvait être accompagné d'un scribe et n'avait aucun secret médical envers le roi, auquel il devait dire tout ce qu'il entendait. Il n'y avait pas d'hôpital attesté avec certitude,
Mais un texte d'époque néo-babylonienne mentionne l'existence d'une maison des Asutu, qui semble être un lieu où étaient placées des personnes malades. Si ces maisons étaient aussi belles que les célèbres jardins suspendus, les malades devaient vite guérir. Les Asutu utilisaient une pharmacopée à base de plantes, dont 250 ont été répertoriées, parmi lesquelles la feuille de saule ou salix, riche en acide salicylique, qui permettait d'abaisser la fièvre, 4000 ans avant l'utilisation de son dérivé, l'aspirine. Les végétaux étaient préparés soit en filtrat, en macération ou en décoction, et administrés en onguent dans un excipient aqueux ou huileux, ou en emplâtre. Les prescriptions mentionnent généralement la partie de la plante à utiliser, les feuilles, les racines, la graine. L'ingestion des médicaments se faisait dans du miel ou dans du lait, mais aussi de la bière, du vin de palme, de la moutarde ou de l'huile. Les voies d'administration étaient assez variées, en lotion ou potion, en inhalation, en fumigation de résine, volontiers par l'anus, en instillation, en pommade, en liniment, en cataplasme ou en lavement. 120 minéraux étaient également utilisés, dont des sels, le nitrate de potassium sous forme de salpêtre, des alcalins sous forme de cendre, le sulfate d'antimoine pour ses propriétés antiseptiques locales, l'alun dont on connaît les propriétés hémostatiques par voie externe. Enfin, les Asutu utilisaient aussi des produits animaux, comme le lait ou les écailles de serpent. Hélas, les historiens ne possèdent aucune information dans les textes sur la posologie et même sur les indications. Ce que l'on sait, c'est que ces périodes connurent peu de famine, dans cette région très agricole entre le Tigre et l'Euphrate, mais les habitants durent faire face à de multiples maladies, variole, malaria, à des épidémies appelées activités dévoratrices des dieux, et bien sûr à de nombreuses blessures, notamment liées aux guerres contre l'Égypte. D'où l'importance des derniers intervenants, appelés galabous. Cet équivalent du chirurgien barbier du monde médiéval faisait partie du milieu des artisans, et non plus des prêtres comme la chipou ou des scribes comme la soutou. Il avait aussi comme rôle de marquer les esclaves au fer rouge. Le galipou était chargé de petites interventions chirurgicales, comme la réduction des fractures, l'extraction de corps étrangers, les amputations, les sondages de l'urètre dans la blénorragie, ou le traitement de la cataracte, joliment appelé nuage de l'œil par extraction du cristallin. Le code d'Hammurabi nous renseigne d'ailleurs sur cette intervention. Elle coûtait 10 cycles d'argent, équivalent de 5 moutons, en cas de réussite, mais seulement 2 pour un esclave, et il s'agit probablement d'une indication du juste prix plus que d'un salaire forcé. En cas d'échec, c'était la sanction, avec l'amputation des 2 mains. Cela responsabilisait un peu. Droits et devoirs des chirurgiens sont bien codifiés dans le code d'Hammurabi dont nous avons parlé, et qui date de moins 1700 avant Jésus-Christ. Ce code est valable pour les chirurgiens, mais pas pour les internistes, à cause du caractère sacré de leur activité. Sur 282 articles, 12 sont consacrés à la chirurgie. Montant des honoraires, sanctions en cas de faute, barème d'invalidité, et même quelques règles déontologiques. Voilà en ce qui concerne la médecine babylonienne, sur laquelle nous ne savons pas tout, car de nombreuses tablettes n'ont pas encore été traduites. Certains historiens de la médecine considèrent d'ailleurs 2 périodes. La haute époque, 3e millénaire avant Jésus-Christ, avec une médecine empirique et descriptive, puis une autre époque plus proche, mais aussi, paradoxalement, plus éprise de divination et d'astrologie. Il est également difficile d'évaluer l'influence de la médecine assyro-babylonienne sur la médecine égyptienne, mais aussi hébraïque, et pas seulement à cause de la captivité des Juifs à Babylone, et de là sur la médecine grecque pré-hippocratique. À propos de la médecine en Égypte, à laquelle sera consacrée pas moins de 4 vidéos, Histomède, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, vous propose de répondre à cette première question, que l'on pourrait traduire, grâce à Champollion, par « De quelle source dispose-t-on pour connaître la médecine au temps des pharaons ?»